Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Hassel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivres.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Ce n'est plus un secret pour personne. Dans ce podcast, nous aimons les livres parce qu'ils racontent des histoires. Différentes histoires, racontées de différentes manières et qui nous touchent et nous inspirent de différentes façons. Ces histoires peuvent être de la fiction ou pas. En général, lire, écrire ou écouter des livres audio est une activité très solitaire. Chaque lecteur se plonge dans l'univers du livre et crée en quelque sorte des images, des lieux, des espaces et des personnages dans sa tête. Mais il existe un genre littéraire très particulier qui propose un espace où tous ces éléments sont visibles et parfois même ils peuvent interagir avec le public. Il s'agit du théâtre. Cet épisode est le premier d'une série de 3 épisodes dans laquelle je recevrai 3 femmes de théâtre. Elles partageront avec nous leur travail en tant que metteuse en scène, comédienne de théâtre et en tant que dramaturge, donc des écrivaines d'ouvrages destinés au théâtre. Dans le premier épisode de cette série sur le théâtre, je reçois Laetitia Agennou, que j'ai rencontrée en octobre dernier à Berlin, dans le cadre d'une représentation de sa pièce Love is in the Hair, hair comme le cheveu en anglais. Elle raconte comment elle s'est retrouvée dans le monde du théâtre, explique aussi ce qu'est le théâtre de son point de vue et décrit ce qu'a été le processus de création de sa pièce Love is in the Air. Dans le texte qui décrit la pièce, on peut lire ceci. Défrisé, lissé, tissé, perruqué. Le cheveu crépus serait-il la métaphore de l'identité malmenée? Ce spectacle théâtral, musical et dansé fait entendre les préoccupations et les désirs d'une génération afropéenne décomplexée. Sur scène, 6 comédiens et une musicienne remontent par le fil du cheveu l'histoire des imaginaires noirs entre révolution esthétique et revendications politiques et identitaires. Bonjour Laetitia Agennou, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur le théâtre et sur l'écriture théâtrale. Mais avant d'y arriver, j'aimerais savoir qui vous êtes, pour nos auditeurs aussi, qui vous êtes, quel a été votre parcours jusqu'ici et comment vous êtes tombé dans le bain du théâtre. Alors, je suis née en Belgique dans les années 78. J'ai fait du théâtre très très jeune, donc à partir de 6 ans, j'ai commencé à faire du théâtre et j'ai décidé de faire une formation théâtrale à l'Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve, donc qui est une ville de Belgique. Et tout en faisant du théâtre, j'écrivais beaucoup de nouvelles à l'époque. Et en sortant de ma formation, j'ai compris qu'il fallait se diversifier. Donc du coup, j'ai commencé à faire de la mise en scène et à écrire mes propres textes, tout en jouant dans des pièces écrites par d'autres et mises en scène par d'autres. Et il y a 7 ans, je suis arrivée à Paris. Et mon père est béninois et ma mère est belge. Voilà. À 7 ans, je peux dire. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de votre arrivée à Paris? Il y a 7 ans que je suis arrivée à Paris. D'accord. Pas à 7 ans, mais il y a 7 ans. D'accord, très bien. Il y a 7 ans. Ah, ok, très bien. Alors, comme vous l'avez dit, vous êtes écrivaine, metteur en scène, aussi actrice de théâtre. Pourquoi vous avez choisi cette expression artistique qu'est le théâtre? Vous auriez pu faire du cinéma, par exemple.
J'aime beaucoup le rapport au direct et j'aime beaucoup l'écriture théâtrale. Mhm. Et j'aime la littérature et j'aime avoir ce rapport au public. Sans une caméra. Et puis depuis toute jeune, en fait, j'ai fait du théâtre. Donc, c'était mon langage premier. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à créer la pièce Love is in the Air? Et quel a été le processus créatif de cette pièce? Alors, c'est une commande d'écriture. C'est une commande de Jean-François Auguste, qui est metteur en scène et directeur d'une compagnie à Paris qui s'appelle For Happy and People. Et c'est For Happy People and Co, pardon. D'accord. Et il m'avait en fait demandé d'écrire de me questionner en tout cas sur ce que voulait dire être noir en France aujourd'hui et de passer par le prisme des cheveux pour parler de cette question. Ça, c'était le postulat de départ. Voilà. Et donc, pendant 1 an et demi, nous avons conversé, nous avons lu, nous avons interviewé des afrodescendants et j'ai développé une écriture à partir donc de cette problématique, une écriture théâtrale fragmentaire qui prend en compte 7 comédiens, puisqu'il y a 6 comédiens sur le plateau, et qui parle à la fois de ce que peut être une famille issue de l'immigration, avec des parents qui sont arrivés et des enfants qui sont nés en France. Et donc, comment ça se questionne, quelles sont les choses, quels sont les non-dits, quels sont les secrets. Et on s'est aussi questionné sur quelle est l'intimité d'un afrodescendant avec un Français de souche, comme on les appelle, ou en tout cas voilà, comment ça se raconte. Et puis, on s'est dit, parce qu'au départ, on avait énormément de pistes, et on s'est dit que j'allais écrire cette pièce en plusieurs parties et partir justement d'identité de personnes, puisque être noir en France, ça ne veut rien dire d'une certaine façon, puisqu'il y a plusieurs manières d'être. Il n'y a pas un noir, il n'y a pas une assignation au fait d'être noir. Et donc, c'était cette chose-là que nous avions envie de faire entendre, c'est cette multiplicité d'êtres et d'individus. Voilà, et donc on s'est dit comment est-ce qu'on représente aujourd'hui, parce que c'est ça qui nous intéressait aussi, c'est de déconstruire les représentations, mais de jouer avec elles aussi. Oui. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'être sur un plateau quand on est noir? Comment on représente le noir sur un plateau? Et on s'est dit, mais qui sont les noirs qui sont sur les plateaux ou qui sont visibles? Ce sont souvent les humoristes. Donc au départ, on est parti d'une sorte d'humour, donc de stand-up, pour partir aux intimités de chacun. Donc la première partie est une sorte de stand-up qui essaie de déconstruire donc les assignations, de déconstruire les injonctions normatives aussi, parce que pourquoi on est parti du cheveu, c'est ça. C'est-à-dire que Jean-François, il s'est posé la question pourquoi je vois très très peu dans les métros, dans les rues, dans les écoles, de jeunes personnes afrodescendantes portant leurs cheveux naturels. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Oui. Et puis alors, donc on a retraversé l'histoire et on s'est questionné sur ce qu'est être le cheveu crépus et comment il est considéré en France. Et comment dans certains quand on pratique certains métiers, on ne peut pas avoir ses cheveux naturels. Comment un enfant, on a eu énormément d'anecdotes. Comment un afrodescendant a du mal à accepter ses cheveux à cause du regard qui est posé sur lui et de ce qui a été raconté sur lui aussi, sur ce cheveu. Voilà. Ça, et d'où le titre Love is in the Air, Hair avec H. C'est ça. Très bien, je comprends mieux avec maintenant H, le titre, parce que j'essaie de comprendre, mais je ne savais pas très bien. Je dis bon, je vais lui demander. Alors, ce spectacle, voilà. vous l'avez dit, c'est fragmenté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est plusieurs histoires dans un spectacle, ou alors c'est une histoire avec des nuances dans le... C'est plusieurs histoires. D'accord. Ok. Il y a plusieurs histoires. On suit l'histoire de 7 personnages qui se racontent
mais que l'on découvre aussi, et fragmentaire aussi par rapport au style, parce qu'on est dans une intimité dans la deuxième partie. Il y a une scène de famille qui est une scène qui est mise en jeu, c'est-à-dire que la famille se présente sur le plateau. Il y a cette première partie de stand-up, donc en fait j'ai utilisé plusieurs codes du théâtre, plusieurs écritures théâtrales. Donc c'est en ça que c'est fragmentaire, et c'est fragmentaire aussi, ou choral, on pourrait dire qu'il y a une choralité, puisqu'il y a en fait plusieurs discours, plusieurs histoires, plusieurs récits. Elle a été traduite, elle va être aussi éditée. Et elle a déjà été jouée à Paris, et puis à cause du coronavirus, il y a des dates qui ont été reportées. Il y aura des dates la saison prochaine à la MC 93, à Bobigny. D'accord. Vous avez écrit la pièce en français et elle a été jouée en Allemagne. Comment s'est faite la connexion entre le monde du théâtre français et celui de l'Allemagne? On m'a demandé en fait si j'acceptais qu'on traduise ma pièce en allemand, et donc et si on pouvait aussi donc l'éditer en Allemagne, dans un recueil avec trois autres afro-péennes auteurs, voilà. Je sais que l'anthologie sera éditée aux éditions Néophélis et sortira en décembre 2020. Alors, revenons sur le concept d'afropéanité. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Il est complexe. Je ne sais pas si je me reviens. C'est-à-dire que, en fait, moi, je n'aime pas du tout je n'aime pas me nommer. Oui. J'ai du mal avec ça, parce que je me sens multiple. je me sens multiple, en fait. Oui. Évidemment que je suis et africaine et européenne. Je suis née en Europe. Mon père est né au Bénin et ma mère est née en Belgique. Et j'ai eu évidemment, grâce au théâtre aussi, une incursion dans ce continent que j'ai découvert quand j'avais 15 ans, donc le continent africain. D'abord le Bénin, puis le Sénégal, d'abord l'Afrique de l'Ouest, et puis j'étais en Afrique centrale. Et c'est sûr que peu à peu, je peux non pas me revendiquer, mais en tout cas, je suis en recherche de toutes ces identités. Mon identité en tant que femme, mon identité en tant que métisse, mon identité en tant qu'artiste, mon identité en tant qu'amoureuse. Voilà, il y a plein d'identités qui me racontent. Donc, je suis peut-être afropéenne, entre autres. Voilà, on peut dire ça comme ça. On peut se dire que l'afropéenneté, c'est une identité qui se construit. Ce n'est pas une identité qui n'est pas mouvante ou qui reste statique. Et c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Alors, l'écriture des pièces théâtrales, c'est un genre, je pourrais dire littéraire, assez particulier. Hein. Selon vous, comment est-ce que vous voyez la différence fondamentale entre l'écriture théâtrale et l'écriture d'un roman, par exemple? L'écriture théâtrale, elle cherche la parole. L'écriture théâtrale, elle cherche à être dite. Elle n'existe véritablement que quand elle est dite, pour moi. C'est-à-dire qu'elle peut être lue, mais elle a vocation à être portée. Et l'écriture théâtrale, elle s'engendre véritablement dans la voix et dans le corps d'un acteur ou d'une actrice, d'un comédien ou d'une comédienne. Et donc, c'est en ça qu'elle est différente. Une écriture de roman, elle n'a pas besoin d'être dite, cette écriture. Elle peut être lue pour soi. Voilà. Donc, il y a tout un chemin. Et donc, parfois, on écrit pour. Moi, par exemple, j'ai écrit pour des acteurs. Par exemple, pour Love is in the Air, les acteurs, on les a choisis ensemble avec Jean-François Auguste. Donc, je connaissais leur corps, je les avais interviewés, je connaissais leur voix. Donc, je pouvais projeter aussi quelque chose sur eux. Je pouvais leur donner parole. En tout cas, faire. Et eux, ce qui est génial, c'est qu'après, ils me surprennent. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai pensé, ce que j'ai voulu leur donner, de toute façon, ils le retransforment. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant, je connaissais leur corps. Quelle est la place du corps dans le théâtre? Par exemple, pour moi, le corps est extrêmement important. Et
Love is in the air, j'ai écrit une partition. C'est une partition qui s'allie à la musique et qui s'allie au corps. C'était essentiel pour moi parce que dans cette pièce, c'est une pièce qui est chorégraphiée aussi. Il y a une chorégraphe qui est kenyane et afro-américaine, qui a donc travaillé sur les chorégraphies. Il y a une musicienne qui est togolaise, d'origine togolaise et béninoise et française, qui fait de la batterie sur scène. Donc en fait, il y avait toutes ces choses-là à prendre en compte, puisque Jean-François avait ce désir d'en faire une pièce chorégraphiée et musicale, en fait. Et donc c'est pour ça qu'il dit que c'est une partition. C'est un texte qui laisse de l'espace pour la musique et pour la danse. D'accord. La chorégraphie. Alors, ça veut dire que quand vous écrivez des pièces théâtrales, vous avez déjà en tête une image de ceux qui vont jouer cette pièce-là. Donc, est-ce que vous écrivez... Bon, vous avez dit pour ce cas, vous avez écrit pour certains acteurs, mais est-ce que ça, c'est un processus standard dans votre écriture? Ou alors, il vous arrive d'écrire avant de chercher la personne qui va correspondre à l'écriture? Pendant très longtemps, puisqu'avant c'était Péco, c'était moi qui écrivais, et j'écrivais, j'avais le désir de mettre en scène ce que j'écrivais. Et j'écrivais pour des acteurs. J'ai écrit tout d'abord pour des acteurs. J'ai écrit essentiellement pour des acteurs. Après, il y a quelques pièces qui sont des commandes où je ne savais pas à destination de qui ça allait être. Donc là, c'est autre chose. Mais j'ai souvent écrit pour des acteurs et des actrices, des comédiens, des comédiennes. Ah, ok, très bien. Par rapport à la représentation en Allemagne, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je vis à Berlin, je vis en Allemagne. Alors, et surtout l'aspect traduction m'intéresse aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulé le travail de traduction? Parce que j'imagine que ça a dû être quelque chose d'assez complexe. Donc, il y a une traductrice qui m'a contactée et c'est vrai que sur certaines phrases, il y a certaines phrases qui sont très difficilement traduisibles. Donc, on a dû trouver des compromis, je pense. Après, je ne parle pas allemand, donc oui. je ne sais pas. Et je vais sans doute l'entendre. Je vais peut-être pouvoir percevoir en entendant la mise en espace jeudi. Oui, c'est jeudi, et je pourrais peut-être percevoir ce qui était, mais je ne peux pas vous dire, puisque je ne parle pas allemand, ce que ça donne et si tout s'entend de la même manière ou s'il y a des choses qui sont transposées. Je pense que en allemand, il y a des mots qui sont, qui sont collés les uns aux autres, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est une langue très directe, très précise et qui a une certaine flexibilité où on peut créer même des mots. Oui. En rajoutant des adjectifs, des choses comme ça. Et ça donne quand même une certaine flexibilité pour être très, très, très précis dans ce qu'on a envie de dire. Je trouve que c'est une langue très, très intéressante. Et c'est pas un hasard quand même qu'on a de grands auteurs, de grands philosophes qui viennent de la culture germanique. Mais ce qui est intéressant, sans doute, parce que moi, mon écriture, elle est aussi, en tout cas, je recherche, pour moi l'écriture, c'est la musique de la pensée. C'est-à-dire que je cherche une rythmique dans ce que j'écris. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est d'entendre si cette rythmique est conservée. Et je n'en sais rien. Mais en tout cas, je travaille le rythme de ma phrase. Voilà. Et ce sont c'est aussi... Oui, je vous écoute. Je peux aussi inventer des néologismes. Je veux dire, il y a des moments où, parce que j'ai un peu bourlingué, et c'est sûr que les Français, puisque la langue française, elle est multiple aussi, selon les territoires, s'inventent de façon différente. Et ces Français que j'ai rencontrés ici et là, j'essaye de les faire miens, puisqu'on est traversé et par des histoires et quand on écrit, tout fait feu, tout fait bois pour créer du feu. Et donc ces langues m'intéressent et j'essaye de les faire miennes quand elles font écho à ce que j'ai envie de dire. La mise en scène, est-ce que c'est vous qui l'avez faite? Est-ce que c'est vous qui avez choisi les acteurs pour cette représentation bien précise? Les acteurs, les musiciens? Oui. En Allemagne, non. Je ne les connais pas. Je ne connais pas la metteuse en scène. Je sais que c'est une femme. Oui. Je vais tout découvrir. Donc, c'est une grande première pour vous, en fait. Oui. Ça, c'est une belle expérience de voir ce qu'on a écrit être carrément kidnappé comme ça et puis découvrir ce qu'on en fait. Je trouve ça très intéressant. Alors,
Oui, oui, allez-y. Non, je trouve ça très joyeux, je trouve ça très, très intéressant. Je suis curieuse de Mhm, voir comment on s'empare de cette écriture et comment on l'apporte dans une autre langue. Oui, ça m'intéresse énormément. mhm. Alors, si vous demandais quels sont vos héros dans l'espace du théâtre, quels sont les gens qui vous ont inspiré, vous pensez à qui spontanément? Ah, moi, j'adore Coltès, Alors, pour ceux qui ne Bernard-Marie savent Coltès. pas, qui est Coltès? Ben, c'est un auteur français qui est mort en 89. Mhm. Voilà, Et qui un faisait... auteur de théâtre, un auteur dramatique. Voilà. Oui, Et j'adore sa langue, j'adore son positionnement au monde, j'adore la manière dont il s'est déplacé. Euh, oui, j'adore son regard et je trouve qu'il est aujourd'hui encore très précieux. très Ouais. bien. Alors, on va arriver bientôt à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez... ou alors, comment avez-vous géré la pandémie par rapport à votre travail? Parce que je sais que les artistes sont très touchés puisqu'ils n'ont pas la possibilité de faire des spectacles. Comment est-ce que vous vous adaptez? Ben, c'est assez complexe et encore maintenant en France c'est complexe parce qu'on doit avancer les heures de spectacle, etc. J'ai la chance cette année d'être autrice associée à un théâtre, dans un théâtre. Donc pour le moment, je donne des ateliers avec différents publics. Pour le moment, ça se poursuit. Les représentations, je ne sais pas si elles vont avoir lieu au mois de novembre de Love is in the Air au T2G. Je dois partir normalement à Lubumbashi travailler aussi. J'attends mon billet d'avion et normalement ça va aller. On verra si mon test Covid n'est pas positif. Voilà, c'est toutes ces questions qui restent tout le temps en suspens et c'est sûr qu'on est plus à vivre au jour le jour et c'est assez dramatique Tout à fait. de voir comment... voilà. Je voulais vous dire aussi que, parce que vous m'avez demandé que des auteurs de théâtre, mais j'ai évidemment énormément, je suis inspirée par des auteurs qui ne font pas du théâtre. D'accord. Beaucoup. Voilà. Alors, je Des vous... poètes aussi, et voilà. Dites-moi donc. Ben, j'aime beaucoup les haïtiens. J'aime beaucoup les haïtiens. J'aime beaucoup Dany Laferrière, j'aime Taï Selassie, j'aime Fonte, j'aime qui je pourrais vous dire d'autres, Bukowski, j'aime voilà, Toni Morrison, James Baldwin, enfin Oui. voilà, je pourrais vous en citer, Anne Pouli, enfin je veux dire, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Et je vois qu'il y a quand même... il y a... des théâtres. Tout à fait. Il y a quand même un lien par rapport à toutes ces personnes que vous avez citées, c'est leur engagement. Est-ce que pour vous, c'est très important d'avoir, en tant qu'artiste, un engagement? Ben, quand on prend parole, on doit avoir quelque chose à dire. Ça, c'est mon père qui me disait ça quand j'étais enfant. Il disait, si tu prends la parole, tu dois avoir quelque chose à dire. Si tu écris, tu dois avoir quelque chose à dire. Tu dois avoir un positionnement, ou en tout cas un regard particulier. S'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apport. Si tu n'as rien à apporter, tais-toi. Voilà. Après, même si ce n'est que ton regard. Et évidemment, moi, par exemple, je ne parle jamais au nom de... Je parle à mon nom. Et même si j'essaye de me laisser traverser par d'autres en construisant des personnages ou des voix, etc., elles sont toujours de toute façon, comment dire, digérées par moi-même. Oui. Mais c'est sûr qu'il m'est nécessaire de rendre des espaces visibles. Voilà. Ça me semble important. Et ce que me racontait Jean-François Auguste par rapport à ce projet, c'est que les corps noirs sont invisibles. Les corps noirs ont très peu de paroles sur un plateau français. Ou alors, il doit être dans un cadre bien précis. Voilà, et que petit à petit, et qu'importe, Jean-François, il est blanc. Et il a le droit d'avoir ce questionnement et d'avoir ce besoin de laisser cet espace-là aussi. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est assez...
Intéressant. Et je me demandais, pendant que vous étiez en train d'expliquer ça, comment est-ce que cela est vu d'Afrique? Parce que vous travaillez beaucoup aussi en Afrique. Est-ce que cette question de la représentation est la même qu'en France ou en général dans un pays européen? Le rapport, les espaces de théâtre, je ne travaille pas partout en Afrique, les endroits où j'ai travaillé, ils sont tous différents d'ailleurs. Ils donnent pas tous la même place au théâtre, ou ils n'ont pas accès de la même manière au théâtre ou au plateau. Évidemment, la question du corps noir ne se pose pas de cette manière-là. Oui. C'est-à-dire que par contre, il y a une recherche de plus en plus d'écritures qui sont issues du continent et de les porter sur le plateau. C'est une démarche qui se fait dans plusieurs endroits du continent. En tout cas, en Afrique francophone, il y a plusieurs endroits qui donnent des espaces à des auteurs dramatiques pour créer et pour raconter des histoires qui ne sont pas spécialement issues du continent, mais en tout cas qui aient des voix qui soient de là. Et qui sont de plus en plus portées par les comédiens et par les metteurs en scène. Et ça m'intéresse. C'est-à-dire que cette démarche et que cette volonté, parce que c'est vraiment la volonté de quelques-uns, c'est-à-dire que c'est des artistes qui à un moment donné se disent « mais moi j'ai aussi envie de monter ou de faire entendre une littérature dramatique africaine ». Et il y a des démarches qui font que des résidences, il y a des festivals comme les Récréatrales, comme le Tarmac des auteurs, comme Mansina-sur-Seine, donc en Congo-Brazzaville, à Kinshasa et à Ouagadougou, qui mettent en place cette possibilité de faire entendre diverses écritures et aussi des écritures de ces territoires. Ce n'étaient pas des volontés politiques, c'était des volontés personnelles de quelques-uns qui se rassemblent et qui mettent en place cet endroit. Des initiatives personnelles. Alors, s'il y a un jeune qui nous écoute et qui veut se lancer dans l'écriture théâtrale, quel est le conseil que vous pouvez lui donner? Il n'y a pas un conseil, mais en tout cas, c'est d'être curieux. Okay. C'est de lire énormément, c'est de regarder énormément. Voilà. Être curieux et lire, c'est déjà beaucoup, hein? Oui. C'est déjà beaucoup. Et si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Internet, quelles sont vos adresses? C'est sur Facebook, Laetitia Janoun, vous pouvez me trouver. D'accord. Je suis que sur Facebook. Très bien. Merci Laetitia, c'était vraiment un réel plaisir d'échanger avec vous. Est-ce que vous avez un dernier mot? J'espère que le théâtre ne va pas subir encore trop longtemps les désagréments de ce virus. Voilà. Mais merci encore d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous pouvez revenir quand vous le souhaitez. Si vous avez une actualité que vous souhaitez partager avec nous, vous êtes la bienvenue. Ok, merci beaucoup. Très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.